Mais tout cela ne répond pas à ma deuxième question. Alors, je pose la question, Monsieur le Président, je pose la question, messieurs les jurés, je pose la question à tout le monde. Pourquoi me posez-vous toutes ces questions? Je sais que tu n'aimes pas les questions, l'Indien. Question à tout, André Berkoff. Ça fatigue pas toujours de poser des questions tout le temps? Mais enfin, écoutez, comment voulez-vous qu'on ne pose pas des questions après ce qui s'est passé à Davos hier et avant-hier, mais surtout hier? Quand même, vous savez, on s'en parle beaucoup ici à Berkoff sur le vif, vous savez, et puis moi, je veux simplement dire que quand j'avais rencontré Donald Trump il y a 10 ans, ça fait exactement pratiquement jour pour jour 10 ans, à la Trump Tower à New York, c'est vrai que quand vous voyez la personne, je passais 1 heure avec lui, puis après je suis allé à deux de ses meetings. En tout cas, il y a une espèce de cohérence, qu'on aime ou qu'on le déteste, c'est un autre problème. Et puis ce que je dis et ce qui s'est passé là, et on va en parler avec nos invités, on peut vraiment aimer ou détester Trump. Mais Trump a fait quelque chose qui fait qu'il restera dans l'histoire. C'est qu'il a exposé, à l'insu de son plein gré peut-être, il a cassé l'hypocrisie. Il a cassé, si vous voulez, le côté faire semblant de la politique. En tout cas, il l'a cassé pour le moment, on verra. Évidemment, les discours vont revenir, les discours seront toujours là. Mais, la manière dont il aborde actuellement, et depuis 1 an surtout, dans son second mandat, ce qui est en train de se passer, est tout à fait intéressant parce qu'il est disruptif. Il casse les codes et il oblige les gens, encore une fois, à se restructurer par rapport à ça et à se dire, oui, mais là, ce qu'on fait. Et puis, on a vu, là, l'entreprise de démolition, elle a commencé et apparemment, elle ne va pas s'arrêter. On va en parler très longuement, notamment avec Nicolas Conquer, qu'on a déjà reçu. D'ailleurs, on l'a reçu il n'y a pas longtemps, puisqu'il parlait d'un Trump français. Écoute, avant de voir le Trump français, pour le moment, on n'en est pas là, mais on aura le temps d'en parler, mais surtout, ce qui s'est passé depuis 24 heures, et c'est vrai qu'il est tout à fait étonnant, parce que si on regarde le discours de Trump, on va citer quelques extraits, mais Groenland, tarifs, l'Europe, l'immigration, les éoliennes, on va en parler aussi avec Fabien Bouglet, les énergies renouvelables, les deals, l'art du deal, qu'est-ce qu'on fait? Et puis enfin, la mise en question absolument massive, évidemment, c'est l'Amérique qui parle, donc c'est pas un petit pays. Tout ça pose question et on voit très 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 bien que là, il y a des choses qui sont en train de rouler, on le savait déjà, c'est pas nouveau, à toute vitesse, mais là, ça a pris une vitesse de croisière où les gens ne savent plus où ils sont et ne reconnaissent plus leurs petits. Hein. C'est vraiment très intéressant. Alors, je vais vous donner Nicolas Conquer. On va prendre quelques extraits. Merci d'être là. Et puis, nous allons recevoir Caroline Galacteros et Fabien Bouglet. Au départ, je voudrais que vous écoutiez Scott Bessent. Scott Bessent, c'est le secrétaire au Trésor US et c'est l'un des bras droits de Donald Trump. Et on parlait de ce qui se passe et on l'a interrogé justement sur ce que disait Macron à propos de ses velléités groenlandaises. Écoutez. This morning, President Macron's office said that France wants a NATO mission, a NATO exercise in Greenland. What would you have to say about that? Couple of things. I believe President Trump is going to be about 3 hours late. I haven't seen the updated schedule. And that if this is what all President Macron has to do when the French budget is in shambles, I would suggest that he focuses on other things for the French people. Oui, alors c'est intéressant parce que le journaliste lui disait, écoutez, il y a donc c'était juste avant que Trump n'arrive, donc il y a eu 3 heures de retard, son avion a eu 3 heures de retard pour des questions techniques. Il lui dit, mais écoutez, Emmanuel Macron propose que l'OTAN envoie une patrouille, une armée, une commande, en tout cas à Groenland, pour protéger de toute invasion, quelle qu'elle soit. Et ce que répond Nicolas Bessent, il dit, si c'est tout ce que le président Macron a à faire alors que le budget français est en ruine, je lui suggère qu'il se concentre sur d'autres choses pour le peuple français. Alors ça a commencé très fort avec Macron, d'ailleurs Trump a relayé ensuite pour d'autres choses,
Mais il n'y a pas eu que ça. En même temps, il y avait Lutnick, Edward Lutnick, je crois. Alors, Edward Lutnick, c'est l'un des bras droits aussi sur le commerce et il était donc au World Economic Forum. Je rappelle que tout cela se passe à Davos, au Forum économique mondial, qui est le temple, ce n'est pas un secret ni un scoop, de la globalisation, de la mondialisation heureuse, selon l'expression immortelle d'Alain Minck. Alors, on interrogeait Edward Lutnick, et voici ce qu'il dit. Écoutez. Well, I think you should start at a much higher level. Okay. We are in Davos at the World Economic Forum. And the Trump administration and myself, we are here to make a very clear point. Globalization has failed the West and the United States of America. Très intéressant. Il est au cœur, en tout cas, du World Economic Forum. Et Lutnick dit, écoutez, nous, l'administration de Trump, on est là pour vous dire quelque chose d'assez simple et d'assez clair. Eh bien, la globalisation a échoué. La mondialisation a failli et ça a rejailli sur nous tous. Alors, on continue parce que vraiment, c'est très intéressant. Là, on ne va pas parler de tout. Il faudrait donner tout le discours de Trump qui fait 1h20. Encore une fois, qu'on apprécie ou qu'on déteste. Il a parlé notamment, par exemple, du Groenland. Écoutez. They have a choice. You can say yes, and we will be very appreciative. Or you can say no, and we will remember. Voilà. Alors, a strong and secure America means a strong NATO. And that's one reason why I'm working every day to ensure our military is very powerful. Alors, c'est très intéressant parce qu'il dit ça, il dit voilà, Groenland, ils peuvent dire oui, nous en sommes très très reconnaissants, ils peuvent dire non, nous nous en souviendrons, mais il s'est passé quelque chose d'étonnant le soir, juste 2 heures après avoir fini sa conférence. Il envoie sur sa base Truth Detail, il envoie un texte, il envoie un tweet. Et voici ce que dit Donald Trump. Encore une fois, c'est hier soir, 2 heures après son discours. Eh bien, j'ai eu un meeting très fructueux avec le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte. Nous avons construit la structure d'un deal concernant le Groenland. Et en fait, l'entière région de l'Arctique. Alors, si cette solution marche, eh ben, ce sera formidable et pour les États-Unis d'Amérique et pour l'OTAN, pour toutes les nations de l'OTAN. De ce propos-là, donc, alors dit-il, et c'est très intéressant parce que ça, c'est du Trump, je fais entre parenthèses avant de reprendre, vous vous rappelez qu'il a dit... Écoutez, s'ils ne sont pas d'accord avec mon conseil de la paix que je suis en train de former, d'ailleurs, il s'est formé ce matin, il a dit, j'impose à toutes ces nations, France, Angleterre et compagnie, dès le 1er février, 10% de tarifs douaniers en plus, et si ça ne marche pas en juin, ce sera 25%. Et là, donc, il a parlé à Mark Rutte, et qu'est-ce qu'il dit, Trump? Il dit, non, je n'imposerai pas les tarifs qui devait commencer le 1er février. Il y aura des discussions qui vont continuer supplémentaires à propos du Golden Dome, là, le fameux dôme qui va protéger un peu, justement, côté missile entre la Russie et tout ça. J.D. Vance, le vice-président, le ministre des Affaires étrangères Marco Rubio, Steve Witkoff, mon envoyé spécial, et tous les autres vont être responsables des négociations qui vont être menées, et puis ils vont me rendre compte directement à moi. Thank you. Alors voilà, ça c'est du Trump pur sucre, pur cuir dans le texte. Il commande, vous savez, vous n'avez qu'à relire, et c'est très intéressant, il a écrit il y a 40 ans « The Art of the Deal », comment négocier. Et il fait ça, il commence à dire « Attendez, vous allez voir, alors vous voulez pas les tarifs, et 25%, 10%. » Et tout le monde « Non, mais qu'est-ce que ça veut dire ?»« Non, mais on va trouver une truc. » On trouve, et après, il enlève les tarifs, et les gens disent « Ah, formidable, nous avons gagné », sauf que on pourrait savoir qui va gagner véritablement dans cette histoire, puisque aujourd'hui, c'est parti pour une négociation avec le Groenland, on verra sous quelles conditions, mais en fait,
Le Danemark va continuer à payer pour le Groenland et c'est les États-Unis qui vont avoir la protection. Très, très intéressant. On continue encore. Alors, il avait un petit truc, c'est très drôle, mais enfin, il avait confondu l'Islande avec Groenland en parlant de l'OTAN. Écoutez. Europe, I'm helping NATO, and I've until the last few days when I told them about Iceland, they loved me. They called me daddy, right? Last time. Very smart man said, he's our daddy. He's running it. I was like running it. I went from running it to being a terrible human being. Formidable. Alors, nous avons aussi Fabien Bouglet. Bonjour Fabien, qui est avec nous. Bonjour André Berkoff. Bonjour. On va continuer à parler de tout cela et vous allez voir, c'est très intéressant. Donc, je finis avec les premières déclarations de Poutine qui sont toutes dans son discours. Il parle de président Poutine. And I'm dealing with President Putin, and he wants to make a deal, I believe. I'm dealing with President Zelensky, and I think he wants to make a deal. I'm meeting him today. Voilà, il le rencontre dès aujourd'hui, donc le président Poutine. Et le président Poutine va adhérer au Conseil de la paix qui vient d'être inauguré ce matin. Il ne perd pas de temps. Et d'ailleurs, Poutine a dit, écoutez, Poutine, il a dit, écoutez, moi, l'histoire du Groenland, c'est pas mon affaire, nous ne nous mêlons pas de cette histoire-là. D'ailleurs, il a raconté l'histoire à propos de l'Arctique, à propos de l'Alaska, etc., etc. Donc, visiblement, Poutine, là-dessus, n'a pas de problème. Alors, où est le deal ? Est-ce que je m'occupe de l'Ukraine, tu me donnes le Groenland, sans aller jusqu'à cette simplification, mais il y a quand même quelque chose qui se passe à un niveau planétaire qui est absolument fascinant. Alors, on voulait parler du Venezuela, mais avant de parler du Venezuela, je voudrais d'abord, Nicolas Conquer, vous demander un peu, alors vous êtes... je dirais que vous avez pour Poutine plutôt les yeux de Chimène. Vous ne cachez pas votre sympathie. Trump. Voilà, Trump. Pourquoi j'ai dit Poutine ? Intéressant, ça c'est moi qui... Oui, mais je trouve qu'ils sont tellement... En ce moment, ils se parlent. Alors, Nicolas Conquer, qu'est-ce que vous avez pensé, non seulement de l'allocution de Trump, mais ce qui se passe, mais vraiment en quelques heures, le Conseil de la paix, l'histoire de l'OTAN, le Groenland. Quelle est votre analyse ? Ce qu'on peut retirer de cette séquence, c'est évidemment, il y a une constance dans les prises de parole de Donald Trump qui vise à en terminer avec cette page du mondialisme et du globalisme. Il a réaffirmé le temps des patriotes et il le dit d'autant plus dans leur face, dans les yeux au Forum économique de Davos. Et Howard Lutnick, il le dit vraiment sans ciller et de rappeler que c'est ces différents leaders successifs qui ont plongé nos pays occidentaux d'Europe dans cette tiers-mondisation à renfort d'immigration incontrôlée, de wokisme, de régulation. Et donc, il aspire à ce que le modèle américain ne soit pas sans doute un modèle, mais une source d'inspiration. Et du moins, c'est ce que ça aspire quand on voit leur croissance qui avoisine les 5%, la capacité à attirer des investissements, à sécuriser leurs intérêts. Désormais, c'est la même approche pour laquelle on doit opter. Et aussi, comme vous l'avez fort bien dit, dans son approche transactionnelle de la diplomatie avec ses demandes maximalistes, où derrière, il revient, il allège et on arrive à obtenir dans un temps très très restreint des avancées significatives, notamment avec ce matin la signature de son Conseil pour la paix. Oui, alors c'est vrai, ça va très bien. Alors les gens disent mais c'est n'importe quoi, les autres disent mais regardez, Caroline Galacteros, bonjour. Bonjour et approchez-vous du micro. Oui. Alors, très heureux, comme toujours, de vous recevoir. Vous êtes docteur en géopolitique. Je rappelle que vous êtes présidente du think tank Géopragma et vous êtes fondatrice de la chaîne YouTube Paix et Guerre. Moi, vous n'y allez pas par le dos de la cuillère. Surtout Paix pas. et Guerre, voilà. C'est votre côté Tolstoï, ça. C'est ça, exactement, mais avec respect. Je l'ai mis à l'envers. C'est vrai. Alors, Caroline Galacteros, qu'est-ce que vous avez pensé de cette assez extraordinaire succession d'événements. En plus, quand Nicolas Conquer parlait, parce qu'on ne peut pas mettre tout, mais effectivement par rapport à l'Europe, où Trump reprenait ce que disait J.D. Vance à propos de l'effacement civilisationnel, de l'immigration, des valeurs, etc. On a vu aussi l'épisode Macron. Je ne sais pas si nous avons est-ce que nous avons juste comme ça, ces 30 secondes, parce qu'il ne se prive pas. Dès qu'il y a Macron, mais Macron, il est un peu fini, Macron, c'est terminé, etc. Écoutez ce que dit Trump. Because presidents allowed them to get away with it, it became very tough. So when I called up
Emmanuel Macron. I watched him yesterday with those beautiful sunglasses. What the hell happened? Oui, évidemment, il ne pouvait pas pencher d'y aller sur les lunettes noires, lunettes de soleil de Top Gun de le président de la République. Mais alors, au-delà de ça, Caroline Galacteros, qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode, de ce qui se passe en ce moment à Davos et ailleurs? Il y aurait beaucoup de choses à dire. Bon, c'est vrai que c'est très désagréable en tant que Français de voir Donald Trump, comment dirais-je, traiter, se moquer longuement, largement du président de la République, quelles que soient les opinions des uns et des autres. Voilà, on reste tout de même français. Après, c'est la fin. Enfin, il fait cela parce qu'il peut le faire. Bien sûr. Voilà. Bien Je sûr. ne pense pas qu'il ferait ça avec d'autres. Et même avec d'autres Européens, de temps en temps, bon, il en écorche quelques-uns. Oui, il y va Voilà. quand même sur l'Europe. Oui, mais l'Europe, pour lui, elle ne sert à rien. Elle ne lui sert plus à rien. Il trouve qu'elle lui a coûté assez cher, en tout cas aux États-Unis dans l'ensemble. Et il nous a fait quand même un numéro assez extraordinaire sur le Groenland, sur le thème. Écoutez, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, d'abord, on avait déjà le Groenland, on l'a rendu parce qu'on était un peu naïfs. Et ensuite, on a tellement payé pour vous, n'est-ce pas, et pour votre sécurité. Vous avez juste profité de nous, ce qui est quand même fort de café aussi quand on sait tout ce que l'Europe a apporté en termes d'influence et de zone d'influence et de sécurité aux États-Unis aussi, que vous nous devez bien en compensation le Groenland. Mais une fois qu'on a dit ça, moi je comprends assez bien son attitude. Alors la méthode, elle est brutale, Oui, elle est celle que vient de dire Nicolas Conca, c'est-à-dire des exigences maximalistes, puis après on redescend un peu, et puis finalement l'art du deal, et en face l'autre il a l'impression finalement de l'avoir échappé belle. Bon, ce qui est vrai, c'est que le Groenland, dans la perspective stratégique, qui est celle des gens qui entourent Donald Trump aujourd'hui, pas tous malheureusement, mais enfin certains, c'est de dire que, étant donné l'ouverture des routes du Nord, donc de l'Arctique, étant donné le fait qu'il est vrai que les silos de missiles, les sous-marins, les bombardiers stratégiques russes, etc., sont sur la péninsule de Kola en partie, et donc près de la Finlande, et donc qu'il faut pouvoir, pour avoir une posture dissuasive, et très dissuasive. Être présent là-bas. Oui. Être présent là-bas pour pouvoir éventuellement intercepter. Enfin voilà, après c'est les calculs des stratèges, des militaires, etc. Pour pouvoir intercepter les missiles à leur point haut. Et que le point haut, il faut être en dessous. En dessous, c'est le Groenland. Donc en fait, il faut le Groenland. Voilà, de ce point de vue-là. Oui. Alors, ça se situe, à mon avis, dans quelque chose de beaucoup plus large. Et il profite du fait que l'Europe est en capilotade, enfin, est en Est-ce qu'on peut dire en décomposition ? Elle est en décomposition profonde, mais je dirais que c'est la fin d'un processus, c'est-à-dire ce qui se passe là, qui est assez désagréable, effectivement, vis-à-vis de notre président de la République, ou ce qui se passe pour d'autres Européens, il peut le faire parce que depuis très longtemps, nous avons tout faux. Ça fait 40 stratégiquement. ans peut-être. Hein. Non, mais c'est-à-dire, on a quand même réussi à se mettre à dos à la fois la Russie et les États-Unis. Oui, faut faire, c'est très fort, ça, faire la guerre sur deux fronts quand on n'a pas d'armes, ou quasiment pas, ou en tout cas qu'on n'est pas en autonomie stratégique en dépit de ce qu'on raconte, ni même près de l'être, c'est quand même pas très malin. Donc il en profite, voilà, Ce qui est étonnant, alors il y a ça, effectivement, et en géopolitique, on voit très bien, parce que on n'a pas parlé du Venezuela, mais tout ça fait partie aussi de la même démarche, effectivement. Et au-delà des outrances, ou au-delà des... Il y a quand même quelque chose d'étonnant, moi ça m'a frappé, c'est que, on en parlait un peu, c'est qu'il y a quelque chose quand même, ce côté disruption, permet quand même de mettre au jour, ça donne un miroir qui réfléchit, comme disait Cocteau, de l'hypocrisie absolue qui a régné pendant des décennies. C'est-à-dire, on faisait semblant de... Parce que l'OTAN, moi, j'ai été très frappé de l'histoire de Marc Rutte. Rappelez-vous, Marc Rutte, il y a encore quelques jours, le secrétaire général de l'OTAN qui disait « Non, mais nous, on ne veut pas se laisser faire et tout ». Et puis hier, il dit « Mais oui, très bien, allez, vous avez raison, cher Donald, etc. etc. »
Mais il y a une réalité. En fait, c'est ça le problème, c'est que l'Europe, elle est dans un déni stratégique, dans un déni du réel depuis très, très longtemps. Ouais. Donc, il y a eu cette espèce d'européisme qui s'est cru triomphant pendant quelque temps, et ça marchait très bien avec les administrations démocrates, et tout ça, voilà, on avait tous l'impression que vraiment l'appendice américain qu'était l'Europe au plan stratégique, de fait quand même, au moins portait et était porté par une dynamique très forte, qui arrivait à comment dirais-je, à avoir son mot sur les affaires du monde. Mais aujourd'hui, tout ça ne marche pas. Nous sommes devant des démentis, mais flagrants. Et c'est pas en racontant qu'il faut une autonomie stratégique européenne, dont on n'a pas le premier radis, voilà. On va arriver. Ni de l'énergie, ni rien. Mais rien, parce qu'on s'est désarmé, parce qu'on s'est nous-mêmes rendus, si vous voulez, à de faux raisonnements, qui étaient qu'on peut, et là, Trump a raison, on peut effondrer les États, on peut diluer les identités nationales, on peut faire tout ça, et puis à la fin, ça va faire un gros ensemble, et le gros ensemble, il va être très fort et très puissant. C'est exactement l'inverse qui se produit. Bien sûr. Si on renonce à l'Europe des nations, et on y a clairement renoncé, eh bien, on se retrouve avec ce que j'appelle, moi, le gloubi-boulga européen, voilà. Et là-dedans, c'est un gentil petit punching ball pour des gens comme lui, mais aussi pour d'autres. Pour d'autres. Et quand on pense à la situation avec l'Ukraine, enfin, il y aurait beaucoup à dire là, il y aurait... sur les choix de l'Europe. Enfin, bon, mais justement, mais on n'a rien compris. Quand Donald Trump est revenu au pouvoir, alors... C'est très compliqué de savoir quels sont finalement les cercles d'influence qui dominent autour de lui et qu'est-ce qu'il a vraiment en tête vis-à-vis de la Russie. Bon, mais il est évident qu'il y a eu un espèce de souffle, en tout cas d'élan, où on s'est dit, ouf, ça y est, on va revenir à une position réaliste, on va peut-être arriver à faire quelque chose d'intelligent, on va calmer le jeu et on va s'intéresser de nouveau à la sécurité européenne. Parce que la sécurité européenne, ça nous concerne quand même. J'ai pas l'impression qu'on ait bien compris le problème. Il est urgent de la rétablir. C'est ce que propose Poutine sur tous les tons depuis des années. C'est ce que Trump semblait avoir compris, mais en même temps, il veut toujours conserver des postures de force, de dominance, et il s'imagine qu'il peut le faire, etc. Et le Groenland n'est qu'un des avatars de cette approche. En même temps, vous expliquez que c'est légitime aussi. Mais c'est légitime, bien sûr, parce que c'est un équilibre. C'est ça. Voilà, et il va falloir... mais en même temps, il faut aussi le dire, dans cette affaire de Groenland, il parle de ce qu'il appelle le Golden Dome, n'est-ce pas ? Donc ça, typiquement, c'est toujours la même éternelle tentation américaine, qui a été celle de Reagan au début des années 80, d'essayer en fait de casser l'équilibre de la terreur, l'équilibre de la dissuasion, et de reprendre le dessus sur l'adversaire, en l'espèce à l'époque soviétique, aujourd'hui russe, en empêchant l'équilibre de la terreur, si vous voulez. Parce que faire un dôme antimissile, c'est ce qu'on a essayé, c'est ce que les démocrates ont essayé à l'époque de faire en Europe avec la Roumanie, avec la Pologne. Ça a tout pété. Ça a cassé tout l'équilibre de la dissuasion en Europe. Sauf que j'ai pas l'impression qu'il prend la même parce qu'il orientation. Parce qu'il est un peu plus subtil là-dessus. Plus subtil, plus pragmatique, oui, en dépit des apparences, c'est quand même plus subtil. Et surtout, c'est aussi business-oriented, tout ça. Donc, et il a toujours, je pense aussi, il a toujours cette idée, ou en tout cas, on la lui a mise dans la tête, parce que ça se voit sur le Conseil de la paix, il n'a pas invité les Chinois, à ma connaissance. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas, effectivement. Il a invité les Russes. Il a invité Poutine. Il a invité plein de gens. L'Arabie Saoudite, etc. Pas Chinois, les Chinois. Oui, donc, l'idée, mais le parce fantasme... que son adversaire, c'est la Chine. Oui, mais il y a toujours ce fantasme du découplage Russie-Chine. Russie-Chine. Qui, à ce stade, est quand même un peu un fantasme. Parce que... c'est clair. Voilà. Puis après, l'avenir le dira. Donc, si vous voulez, il y a un côté brouillon. Il y a un côté brouillon. Il y a eu aussi l'attaque sur la résidence russe il y a quelques semaines. C'est le problème, c'est cette approche américaine qui part du principe que pour être en position de force dans la négociation, au départ, il faut
taper quand même, être capable de taper ou être capable de montrer qu'on peut taper. Alors Nicolas Conquer, vous êtes d'accord? Il faut taper, on peut taper? Non, je pense que c'est une illustration assez concrète de cette ligne de la politique étrangère, de la paix par la puissance. Évidemment, si vous voulez instaurer un rapport de force, il faut que vous puissiez être pris au sérieux. Et donc ça part par différentes symboles concrets. Et on l'a vu, et d'ailleurs il s'en est revendiqué. Donc l'extradition ou l'exfiltration de Nicolas Maduro de Venezuela. Et donc ça permet de conforter. Juste un mot, pardon, je vous interromps, mais très intéressant parce que il a vraiment insisté dans son discours. Il a dit, regardez, ils n'ont pas compris ce qui leur arrivait en 1h30. On est allé, on a exfiltré, nous avons des armes que personne n'a. Non. Bon, il a acheté ou pas. Ils ont acheté tout le monde en amont. Non, mais attendez. Probablement. Probablement. Voilà, et ça, c'est de bonne guerre. Enfin, de bonne guerre. Oui, bien sûr, c'est de bonne guerre. Ça se mais fait pour revenir, régulièrement. Nicolas Conquer, alors vous dites, donc, pour aller justement dans ce que disait Caroline Galacteros, au fond, c'est un très grand jeu de puissance. Mais au fond, est-ce qu'on n'assiste pas, là aujourd'hui, on en a déjà parlé, c'est pas nouveau. Si, c'est relativement nouveau. C'est qu'en fait, c'est l'ère des empires. Pas d'un empire, ou pas. C'est surtout une nouvelle grammaire des relations internationales et il faut renouer avec une vision réaliste qu'a Donald Trump versus certains de nos dirigeants européens qui sont encore dans un angélisme et un déni stratégique, notamment en ce qui concerne le carrefour, le verrou qu'est l'Arctique. On le voit, c'est pas tellement le Groenland en tant que tel, malgré le fait que ça soit un carrefour, que ça soit très riche en graphite, en uranium, en uranium, mais que désormais, c'est toute cette région de l'Arctique qui va être concernée. Et donc là, le fait est que l'Empire, ça a toujours été une tendance américaine qui a toujours été contestée. Et à plus forte raison, on le voit dans l'histoire du monde, systématiquement, les intérêts de l'Empire ont toujours été antagonistes à ceux de la nation et ont précipité l'effondrement des cités ou des nations. Donc, de fait, je pense que Donald Trump, à travers cette doctrine Monroe remise à jour via son document de sécurité stratégique, Monroe, comme on l'appelle aujourd'hui. Cette doctrine Monroe, elle réaffirme surtout la puissance américaine. Il n'y a pas une volonté de colonisation de Venezuela. Non, mais le continent, quand même, on le surveille. Donc, on sécurise les intérêts par rapport à des ingérences étrangères européennes ou d'ailleurs, comme c'était le concept initial en 1823 lorsque ça a été proposé. Oui, mais il s'est passé des choses depuis 1823. C'est vrai. Le problème, c'est quelles sont les limites de l'ingérence ? Où sont les Nations Unies? Caroline... Alors maintenant, il nous a trouvé le Board of Peace. C'est formidable et on peut en parler. Pas oublier, parce que vous parlez de la Russie, il ne faut pas oublier qu'un certain Khrouchtchev, en 63, en 62, avait mis des fusées à Cuba. Justement. Et l'autre lui a dit, attendez, Bénard, comme Poutine, il n'a pas envie d'avoir ses fusées en Ukraine. Justement. Mais j'allais dire, il remet un jeton dans la machine, quoi. Ouais. C'est-à-dire, ça va être de pire en pire. Ça va être de l'ingérence totale. Et quand il explique... Elle l'est déjà, Caroline Galacteros, l'ingérence. Elle n'a jamais disparu, l'ingérence. De tel ou de tel ou de tel. À quel moment il n'y a pas eu d'ingérence? Non, mais il y a quelque chose, je suis désolée, il y a quelque chose, et c'est tout le problème, là. On va arriver dans le dur. Parce que, avec cette affaire de Board of Peace, qu'il a très intelligemment mis quand même sous les auspices des Nations Unies, très malin. Donc, c'est un espèce de truc privé. Il les a mis sous les auspices des Nations Unies. Oui, parce qu'au départ... Je pensais que c'était pour contourner, au contraire, l'ONU. Mais oui, mais justement, si vous regardez précisément ce qui a été fait, c'est fait dans le cadre, au départ, d'une résolution qui a suivi le cessez-le-feu à Gaza, enfin, so-called, et le plan de paix pour l'avenir de Gaza. Donc là, c'était là qu'on a parlé du Board of Peace. Oui, mais c'est toujours le cas. Ça veut dire que le Board of Peace, il a par exemple une personnalité juridique internationale. Ça devient une organisation internationale. Mais à la main de Trump. Mais pas à la main de l'ONU. Non, pas à la main de l'ONU. Non, mais il y a la légitimité d'une organisation internationale. Oui, et il ne peut y avoir d'organisation internationale qu'en vertu d'une résolution des Nations Unies. Donc c'est ça qui est très malin. C'est très, très tricky, comme on dirait en américain. Voilà. Mais bon. Nicolas Conquer. Effectivement, ça s'inscrit dans ce traité de paix qui a été poussé avec un point, avec les 20 points initiaux, avec les différentes phases qui sont enclenchées. C'est présenté aujourd'hui par Jared Kushner, qui était un des artisans tant dans le premier mandat de Trump des accords d'Abraham, donc de sécurisation, de stabilité du Moyen-Orient, que cet accord entre Israël et la Palestine. Désormais, ça a été présenté et ça a pour vocation de s'étendre et sans doute de pouvoir faire rejoindre différentes... Là, et donc, sur ce Conseil de la paix, il y a déjà certaines personnes qui se sont exprimées dans le refus
en l'état, je pense d'ailleurs notamment la France à ce stade, tandis qu'elle ne rejoignait pas. Aussi, mais je crois. la victoire, déjà, je pense qu'elle reporte surtout dans ceux qui sont encore dans le silence. Ce qui sont encore, sans doute, il y a une bascule ils regardent, ils sont en train de se tâter. On tâte, mais de fait, je pense que la position de la France, je pense qu'il y a une posture qui derrière va dire, on va sans doute emboîter le pas, mais c'est malheureux parce qu'on est à contre-temps. Qui aurait une volonté sans doute de pouvoir renforcer ça, de se dire tiens, il y a ces équilibres, et en fait ces institutions internationales telles que l'ONU, elles ont montré leur inefficacité, leur idéologie, toutes ces agences en soi qui ont été des agents de soft power, de déstabilisation, qui manifestement n'ont pas eu les impacts souhaités, et que désormais c'est les puissants et les nations fortes qui arrivent désormais à stabiliser le monde, comme Donald Trump a pu le montrer durant sa première année de second mandat. Alors, oui, c'est une manière de voir les choses. C'est aussi le reflet d'un clair choix. C'est-à-dire qu'en fait, il y a même plus d'égalité. Si vous voulez, si ça prétend à un moment donné remplacer les Nations Unies ou pas les remplacer, mais se substituer, parce qu'on considère qu'aux Nations Unies, on peut plus faire ce qu'on veut, parce que c'est ça le problème américain. C'est ça le problème américain. C'est toute la Charte des Nations Unies. La Charte des Nations Unies, je suis désolée, c'est quand même l'égalité entre les États, c'est la non-ingérence dans les affaires intérieures. Oui, attendez. Non, mais je vous dis pas que la pratique n'est pas autre. Oui, mais mais à partir du moment où vous renoncez aux principes, c'est terminé. Mais les principes, excusez-moi, comme l'État de droit international, c'est de la foutaise. Mais c'est de l'hypocrisie. Ah non, je suis pas d'accord. Alors je vais vous dire, c'est la pratique qui est hypocrite. Non, mais la pratique, c'est la pratique. Mais la théorie ne vaut rien sans la pratique. Si la théorie donne la pratique, je vais vous dire un truc par rapport à l'ONU. Moi, je vais vous dire un truc très simple. Et ça ne peut pas ne pas vous toucher. Quand on voit qui est membre du comité de la défense des femmes et des droits de l'homme à l'ONU, et on voit les pays qui sont représentés, déjà pour moi, l'ONU, quand disait De Gaulle, c'est un machin, et il a tout à fait raison qu'il disait c'est un machin. Vous me dites, mais quel droit, mais quelle théorie? L'ONU n'a jamais représenté que les puissances. L'ONU n'a jamais représenté, c'est le Conseil de sécurité, c'est le veto, pardon. Donc, quand on voit ça, mais demandez à quelqu'un, vraiment le sensé, quelle ONU représente quoi? Représente les rapports de force comme elles exercent aujourd'hui, Caroline. Mais il y a une pratique internationale qui est une pratique de pure puissance depuis toujours et pour toujours, et c'est comme ça. Bon, voilà. Après, il y a eu, après la Deuxième Guerre mondiale, une volonté tout de même de voir réunis dans une enceinte. Alors après, il y a le clientélisme, il y a les uns, il y a les autres. Déjà, on l'avait vu. Justement, ça avait été un échec. Donc, et d'avoir une enceinte où tous les États, a priori, soient sur un pied d'égalité qui est évidemment assez limite, puisqu'après, la France, c'est pas la Chine, la Chine, il y a Vanuatu qui pèse comme la France, Oui, mais si vous voulez, dans ce cas-là, c'est la loi de la jungle la pire. C'est-à-dire, je suis désolée, moi, ce qui s'est passé au Venezuela, je trouve pas ça extraordinaire. C'est pas ça. Je trouve que c'est une non, vaste Caroline farce. Galacteros, là, Voilà. c'est une discussion qu'on aura chacun soi. Vous pouvez pas dire, mais c'est extraordinaire. Voilà. Ce qui s'est passé en Syrie, ce qui s'est passé en Iran aujourd'hui, c'est extraordinaire. Et qui dépend. C'est l'Iran aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un massacre. Hein. Vous savez ce qui se passe en Iran. Je sais beaucoup de choses qui se passent et qui ne sont pas du tout celles qu'on donne sur les chaînes. Les ayatollahs, c'est peut-être très bien. Non, c'est c'est pas le magnifique et sujet. tout. Non, le sujet n'est pas là. C'est pas chez vous. Sujet, pardon. C'est pas chez nous. Et C'est alors, pas chez moi. Mais je parle de l'ONU. Je n'ai pas le droit d'aller faire la loi. Je parle de l'ONU. Voilà. J'estime que quand, pardon, pour moi en tout cas, et je crois pas que je suis le seul, une organisation internationale met l'Iran en tant que représentant des droits de l'homme de façon officielle, mais de quoi on parle? De quoi on parle, Caroline Galacteros? Donc, parce que vous dites, c'est pas Venezuela, ça s'est passé dans les règles, nous sommes d'accord. Mais qui fait quoi dans les règles? Mais depuis toute l'histoire du monde, cette histoire de l'ONU est un rempart, simplement pour les grandes puissances, qu'elles soient États-Unis, URSS, Conseil de sécurité, pardon? Pour les petites. Pour les petites? Elles sont défendues, les petites? Elles sont plus défendues qu'elles ne vont l'être à partir d'aujourd'hui. Je crois pas ça, du tout. c'est certain. Je ne crois pas c'est évident. Enfin, je ne crois pas une minute. Mais l'histoire du monde, exemples. qu'est-ce qui va changer aujourd'hui par rapport à avant? Les petits étaient protégés avant, Caroline? Enfin... Ils avaient cette enceinte
Et surtout, si vous regardez, si vous regardez depuis la fin de la guerre froide, on a commencé à s'asseoir sur l'ONU. Bon, ça c'est clair, parce qu'il n'y avait plus qu'une puissance, qui était les États-Unis. Il n'y avait plus de contrepoids, si vous voulez. Ouais. Toutes les interventions qui se sont produites, à part une ou deux, elles se sont produites en dehors de tout règlement, de toute décision internationale, collective, collégiale, et même du Conseil de sécurité. Ouais. Et même du Conseil de sécurité. Non, mais... La première étant probablement celle que j'ai vue par le menu, qui était la destruction de la Serbie en 1999. Ben oui. Et après, on a eu l'Irak, et après, on a eu la Syrie, et après, on a eu la Libye, et aujourd'hui, on a l'Ukraine. Vous voyez bien comment ça se passe. Mais vous parlez vous-même de 99, pardon. Ouais. Mais l'ONU aurait pu réagir, elle n'a rien fait. L'OTAN a attaqué. Mais non, ça marche. C'est pas l'ONU, c'est pas... L'ONU, c'est les pays. Oui. Il y a un truc qui s'appelle la charte. Il y a un truc qui, dans la charte, s'appelle chapitre 7. Oui. Le chapitre 7 dit qu'il ne peut pas, en fait, y avoir d'intervention militaire décidée comme ça, de sa propre autorité, par quelque État que ce soit, s'il n'a pas été jugé qu'il y a une menace contre la paix et la sécurité internationale. Bon. C'est pas à vous, c'est pas à Trump, c'est pas à moi, c'est pas à Macron, c'est pas à machin. Mais qui a respecté cette charte ? Mais justement... Où elle a été respectée avant, pendant et après. Mais ça n'est pas parce qu'elle n'est pas respectée qu'elle est mauvaise. Ça n'est pas parce qu'elle n'est pas respectée qu'il ne faut pas la faire respecter. Alors écoutez, c'est du surphilosophique. Pour moi, une charte qui n'est pas respectée comme celle de l'ONU prouve que l'ONU est un machin, comme disait De Gaulle. D'accord, donc c'est la pure puissance, donc c'est le grand singe qui écrase le petit singe, et puis quand il n'y aura plus de petits singes, on dira, il n'y a plus que des grands animaux, et puis c'est tout. Écoutez, on pourrait en parler pendant des heures, mais moi, les petits singes de ce qui se passe en Afrique aujourd'hui, j'aimerais voir ce qui se passe, et aussi il y a des chartes. Des chartes, et il y a des massacres continus au Soudan, au Nigeria. Mais nous n'y sommes pas pour rien. Pardon ? Nous ne sommes pas pour rien dans tout ça. Tous ces gens ne se massacrent pas de leur propre... uniquement de leur propre volonté. C'est d'une naïveté. Que fait l'ONU ? Non mais attendez, la naïveté, c'est de dire qu'il y a une charte, vous dites... L'ONU n'existe que parce que les États qui en sont membres, et notamment les États permanents du Conseil de sécurité, et ceux qui, les 10 autres qui les suivent, acceptent qu'il y ait ou pas une légitimité à telle ou telle crise, une légitimité à telle ou telle intervention, etc. Ça marche comme ça, ça doit marcher mais elle ne marche pas comme ça. Parce écoutez, que sinon, aujourd'hui vous avez Trump, et demain vous aurez un autre animal, et après-demain vous aurez peut-être un Chinois ou un Russe qui vous tiendront la dragée haute et qui vous écrabouilleront comme un moustique. Non, pas du tout, parce que pour le moment, excusez-moi. Si c'est ça l'idée... Mais non, si c'est pas l'idée, non, parce que vous êtes dans le ciel des idées théoriques, et vous êtes en théorie. Au contraire. Et en théorie, ça marche très bien. Au contraire, c'est précisément cette pratique qui ne mène à rien, vous voyez bien. Non, cette pratique de l'ONU ne mène à rien, on a vu les résultats, et c'est pour ça qu'il faut simplement des hommes d'État, des hommes un peu forts, des hommes ou des femmes qui savent faire ce qu'il faut faire. Mais ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas, c'est autre chose. Enfin, on va en parler. Juste un mot, parce qu'on est parti. Je voudrais quand même, Fabien Bouglet qui est là, je voudrais qu'on parle, c'est intéressant toujours le discours de Trump, et ça va nous ramener ensemble. Sur Howard Lutnick, Thibault, Howard Lutnick, qui est secrétaire d'État de Trump, qui était effectivement, c'est intéressant, il y a eu deux choses, je vous fais entendre. Howard Lutnick, alors ça, je pense que Fabien Bouglet, lui, il va être plutôt content. Je rappelle que Fabien Bouglet est spécialiste politique énergétique, auteur de Guerre de l'énergie au cœur du nouveau conflit mondial, de Éolienne, la façon de transition énergétique, et votre magazine, Fabien... Transition et énergie. Voilà. Et alors, voilà ce que disait hier Howard Lutnick au World Economic Forum de Davos. Écoutez. Of thinking, it is completely different than the WEF. I viewed the WEF as not a flagpole in the middle. But in fact, they are the flag. Whichever way the wind blew, so it blew. You should have solar, you should have wind. Why are you going to do solar and wind? Why would Europe agree to be net zero in 2030 when they don't make a battery? They don't make a battery.
So if they go 2030, they are deciding to be subservient to China, who makes the batteries. Why would you do that? Why would the United States of America, which has oil and natural gas, try to convert to all electricity? China does not have oil and natural gas. Electricity and electric cars make perfect sense to them. That is practical and logical. Voilà la réalité, on est d'accord ou pas. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites, l'Europe, avec le net zéro? Vous n'avez même pas de quoi fabriquer une batterie. Vos éoliennes et vos solaires, elles sont toutes fabriquées en Chine. Vous achetez à la Chine et ça vous rapporte quoi par rapport? Vous n'êtes pas foutu de faire des batteries et vous dépensez des milliards. Et ça a été corroboré, à tort ou à raison, encore par Trump. Voici ce qu'a dit Trump dans son discours. Écoutez. One thing I've noticed is that the more windmills a country has, the more money that country loses and the worse that country is doing. China makes almost all of the windmills, and yet I haven't been able to find any wind farms in China. Did you ever think of that? It's a good way of looking at it. They're smart. China's very smart. They make them, they sell them for a fortune. They sell them to the stupid people that buy them, but they don't use them themselves. Voilà, il dit, ça c'est Trump, il dit la Chine, il dit, vous avez remarqué que plus des pays avec des éoliennes, plus ils s'appauvrissent. Il dit la Chine, il dit, moi je connais, est-ce qu'il y a beaucoup d'éoliennes en Chine? Ça m'étonnerait. Il dit, la Chine vend pour des milliards d'éoliennes, effectivement, au monde entier, et les autres, un peu stupid people, dit-il, et effectivement, corroboré par l'OTNIC, qui dit, mais l'Europe n'est pas fichue de produire des batteries. Quelle logique vous avez à dépenser des dizaines et des centaines de milliards sur des choses qui ne servent à rien, alors que effectivement nous, en tout cas, de quoi nous avons besoin de ça à partir du moment où nous avons du pétrole, du gaz, et puis nous débrouillons pour les terres rares. Fabien Bouglet, alors vous devez... Oh là là, c'est très dense, il y a énormément de choses à dire, mais je vais rebondir sur la conversation précédente. Oui. En tant que juriste, je crois à une chose essentielle. Et ayant développé toute ma connaissance sur les questions de politique énergétique, la chose essentielle, c'est que la puissance politique est totalement liée à la puissance énergétique. Il n'y a plus de souveraineté politique sans souveraineté énergétique. Les pays qui contrôlent le sang des pays que constitue l'énergie contrôlent la politique et la géopolitique mondiale. Cet élément est fondamental. Or, dans quelle situation nous trouvons-nous? Depuis 2019, les États-Unis sont autonomes énergétiquement et peuvent vendre leur surplus. Depuis des années, des dizaines d'années, la Russie est autonome énergétiquement et peut vendre ses surplus. L'Europe est à 58% dépendant de ses ressources, de ses importations d'énergie pour sa consommation d'énergie. Comment voulez-vous que l'Europe soit forte politiquement au niveau international alors qu'elle dépend de ses fournisseurs d'énergie que sont la Russie, les États-Unis, le Moyen-Orient? Et l'Europe a fait une erreur incroyable, une erreur politique majeure en se coupant de la relation énergétique avec la Russie. Elle a coupé les ponts énergétiques avec la Russie. On l'a vu avec la route du gaz, avec le gazoduc Nord Stream, que je rappelle, que j'ai dit dans mon livre, était le début de la Troisième Guerre mondiale et que cette guerre mondiale était une guerre de l'énergie. Il faut revenir sur ce point-là. Le point de départ, c'est la coupure physique, symbolique de l'approvisionnement en gaz de la Russie vers l'Europe, puis la route historique de l'euro-sibérien qui passe, qui maintenant s'appelle Brotherhood, qui passe par l'Ukraine, puis la coupure vers la Pologne. Et donc, tous les ponts avec la Russie ont été coupés. De ce fait, cette relation politique entre la Russie et l'Europe ayant été coupée, cela a donné une puissance de feu incroyable aux États-Unis qui ont pu devenir un des fournisseurs déterminants de l'Europe. Alors pourquoi par rapport à l'ONU, moi je crois que malheureusement, et je le dis en tant que juriste, l'approvisionnement et la puissance énergétique est supérieure aux droits de l'ONU. Je suis désolé de le dire. Celui qui détient l'arme énergétique détient le pouvoir politique.
y compris le pouvoir. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a fait naïvement, on a cru que la Société des Nations, puis l'ONU, allait remplacer par l'incantation juridique la puissance militaire et la puissance énergétique. Et je rappelle une chose fondamentale, parce que on voit bien dans le discours de Donald Trump et de la personne que vous avez mentionnée à l'instant que l'énergie est au cœur de ces discussions et que aucun de nos politiques ne parle des enjeux de souveraineté énergétique dont je parle depuis des années et dont j'ai soulevé le problème dans mon livre « Guerre de l'énergie » dès 2023. En fait, on est en train d'écarquiller les yeux et de se dire « mais en fait, c'est le sujet fondamental ». Et il faut rappeler une chose fondamentale, parce qu'on a parlé de l'Union européenne. Mais pourquoi a été créée la communauté européenne ? Charbon et parce qu'en 1956, le canal de Suez a été nationalisé par Nasser, que le canal de Suez était le passage obligé du pétrole venant du Moyen-Orient et que de ce fait, une alliance entre Israël, la Grande-Bretagne et la France, on est allé renverser Nasser militairement en Égypte. Et comme on a raté, et pourquoi on a raté ? Parce que et l'Union soviétique et les États-Unis avaient intérêt à ce que ça rate. Pourquoi ? Parce qu'elles nous contraignaient à une dépendance énergétique. Et donc, de ce fait, l'Europe n'a eu qu'une solution, les pays européens, c'était de s'allier dans la communauté économique européenne en 1957 et surtout de créer la communauté européenne de l'énergie atomique, l'Euratom, en 1957. Tant que les européistes fédéralistes ne comprendront pas que l'Union européenne est issue de la nécessité pour les pays d'Europe d'être souverains énergétiquement, eh bien, ils n'auront pas compris pourquoi nous avons une Union européenne. Alors, on a oublié, parce qu'effectivement, on était les enfants gâtés de l'énergie, parce que grâce au plan Mesmer en 1974, on avait une électricité abondante, etc. Et puis, les Allemands sont arrivés et ils nous ont mis ces fameuses éoliennes et ces panneaux solaires avec l'Energiewind 2. Eh bien, aujourd'hui, on est en train de se prendre la réalité, on est face au mur des réalités et Donald Trump nous l'explique. Il nous l'explique, il l'a expliqué à Davos, il a dit mais il faut éoliennes. Et je trouve que c'est assez fascinant et passionnant ce qui s'est passé hier sur la question énergétique. Et je le trouve tout à fait paradoxal, Donald Trump, si vous voulez bien, dans ce que j'ai identifié. Il est paradoxal parce que d'un côté, les États-Unis ont tenu absolument à assurer le contrôle énergétique de l'Europe et donc le contrôle politique. Et en même temps, il dit « Oh oui, mais avec vos éoliennes, vos panneaux solaires, il faut que l'Europe retrouve sa souveraineté énergétique. » À mi-mot, hein, c'est ce qu'il dit. Et donc, il y a quelque chose de paradoxal. Il dit « Nous voulons des alliés forts. » Et donc, effectivement, Donald Trump, là, pour moi, fait une sorte de petite rupture par rapport à la ligne doctrinale précédente où il y avait cette volonté de vassaliser l'Europe par l'énergie, alors que là, il donne ce sentiment de vouloir faire en sorte qu'il y ait une autonomie énergétique de l'Europe, pourquoi pas avec le nucléaire, il en parle un peu. Et donc, je trouve que c'est intéressant, il va falloir analyser dans les prochains jours, mais en tout état de cause. Sur l'énergie, c'est fondamental. Et puis, il faut que nos gouvernants parlent d'énergie, et puis surtout que les médias mainstream, et qu'on ne parle pas de ce sujet absolument déterminant et essentiel, soit traité sur TF1, sur France 2 dans le service public, et qu'on parle enfin des vrais sujets, parce que c'est le sujet fondamental de la géopolitique, mais aussi des conséquences dans notre économie française. Parce que derrière tout cela, ça a des conséquences sur nos entreprises pour le pouvoir d'achat. Juste un mot avant de redonner, Fabien Bouglet, avant de donner la parole à Caroline Galacteros et à Nicolas Conquer, bien sûr. Juste un mot. Est-ce que aujourd'hui, alors selon vous, sur le problème énergétique, est-ce que l'Europe a les moyens d'une autonomie énergétique? Mais évidemment, l'Europe a les moyens extraordinaires. C'est que l'Europe a la France, qui a été le moteur de l'Euratom et de la communauté économique européenne. Et donc, de ce fait, l'Europe, et c'est ce que j'ai expliqué depuis des années, il faut un plan nucléaire européen. Nous avons en France, et il faut que la France soit le moteur de ce plan nucléaire européen.
Et oui, nous avons ces outils parce que la France bénéficie de 200 000 salariés de l'industrie nucléaire la plus au fait. Donc, vous dites que c'est faisable à condition qu'on fasse un plan et que la France soit en tout cas le moteur de ce plan. Mais oui, parce que si vous prenez l'Europe, qui dépend de 58% de ses importations d'énergie, certains pays comme l'Italie, l'Espagne ou le Portugal sont plutôt à 70%, ce qui est énorme. L'Allemagne est à 65% et la France est à 44%. Elle pourrait gagner d'ailleurs avec la géothermie et d'autres dispositifs. Et donc, la France est un exemple, c'est-à-dire que le parc nucléaire français est un exemple pour l'autonomie énergétique de l'Europe. Et en fait, le modèle qu'on a établi en France, il suffit que la France le déplique sur ses pays voisins et la France apportera aux pays voisins les molécules nucléaires de la liberté de l'Europe pour la dévassaliser et de l'Europe et des États-Unis. Donc, en fait, c'est tout à fait passionnant parce qu'on vit un moment clé de l'histoire et en même temps, on a des élus et des gouvernants totalement aveuglés par rapport aux enjeux parce qu'on va mettre des lunettes de Top Gun, que ça va changer les choses. Non, faut parler d'énergie. Moi, j'ai rencontré des conseillers ministériels et du conseiller du ministre de l'énergie. Lorsque j'ai parlé de ces enjeux de guerre de l'énergie, il m'a dit « Ah oui, Poutine a déclaré la guerre énergétique sur le gaz en 2021 ». Alors, si vous voulez, les conseillers du ministre de l'énergie, ils pensent que la guerre de l'énergie a commencé en 21, il a juste rien compris. Il est temps que nos cabinets ministériels fassent un peu d'histoire de France. Mais parce ça, que là, c'est une autre question. Les travaux d'Hercule, c'est pas pour tout de suite. Hein. Caroline Galacteros, juste par rapport, et ça va. On sera jamais fâché avec Caroline, mais c'est bien la discussion. Non, non, pour rester là-dessus, parce que c'est intéressant, plus qu'intéressant. Très. Est-ce qu'une autonomie énergétique est possible? Est-ce que c'est par là qu'il faut passer, à votre avis? Ah, mais moi, je suis entièrement d'accord avec Fabien Bouglet. La question énergétique est centrale pour la démonstration de puissance et la projection de puissance et simplement la crédibilité et la survie. Simplement, on s'est laissé couper le gaz et ceux qui l'ont fait, ils sont quand même de l'autre côté de l'Atlantique. Je suis désolée, on peut toujours avoir trouvé trois clampins ukrainiens, d'accord. Mais Nord Stream, ça s'est pas coupé tout seul. Oui, non, mais voilà. Il y a quand même des alertes de ne pas se rendre dépendant de ce gaz et notamment du pipeline Nord Stream. C'était un côté volontariste des Américains de prévenir l'Allemagne, notamment, de ne pas se rendre dépendant en provenance des hydrocarbures en provenance de la Russie. Non, mais si vous voulez, c'est comme Donald Trump qui explique oui, vous mettez il a raison, vos éoliennes, etc. Bon. Le problème, c'est d'abord ce qui lui déplaît, c'est qu'elles sont chinoises, les éoliennes. Donc on est sous une. Il n'est pas rentré là-dedans. Ensuite, ne pas vouloir une Europe forte, c'est pas forcément vouloir une Europe forte énergétiquement. Pardon, Caroline, mais moi je voudrais vous rejoindre sur un point et je crois qu'on est tout à fait d'accord. Pourquoi la France a choisi l'embargo sur le pétrole russe? Mais parce qu'on est des idéologues complètement abrutis, pardonnez-moi. On a une politique étrangère qui est une politique idéologique qui s'est confondue, qui s'est imaginée qu'elle était dans le bon en s'alignant totalement, et je pense notamment à la France, pas aux autres puissances européennes, mais à la France qui pouvait être différente, qui pouvait être un point, qui pouvait être médiatrice dans cette crise et même dès le déclenchement de la guerre, au tout début, on avait encore une liberté de manœuvre. Oui, mais il faut la choisir et il ne faut pas être idéologue. Or, nous sommes des idéologues. Nous sommes dans le déni de la réalité et effectivement dans le déni de notre dépendance, dans le déni... parce qu'on est passé d'une grande dépendance au gaz russe à une grande dépendance au gaz américain. Nicolas Conquer a observé le silence comme... Non, et pour revenir sur cette question-là, c'est qu'on a vraiment sous-traité notre hypocrisie, parce que certes, on veut se priver du gaz russe, mais on va le racheter donc auprès de l'Inde, qui est... ce même gaz russe qui est raffiné et sur lequel, donc on sous-traite cette hypocrisie. Donc ça, il y a un vrai appel que nous donne Donald Trump, et d'ailleurs, vous vous rappelez de ce fameux sujet qui était le drill, baby drill. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait une promesse de campagne? Parce que lui, ça va être clé dans le redressement de son pays. C'est un inducteur de coûts pour l'ensemble
l'ensemble des activités que vous allez avoir, notamment un driver pour l'inflation, et également parce que ça permet d'assurer sa souveraineté. Lui, les éoliennes, c'est pas qu'elles viennent de Chine, c'est que ça produit de l'énergie intermittente, pas fiable, pas bon marché, et que ensuite on est vraiment en dépendance vis-à-vis de la Chine. L'enjeu est notamment avec l'avènement de cette révolution qui est l'intelligence artificielle, qui est très énergivore, de pouvoir alimenter tous ces data centers qui vont être produits, et donc effectivement d'avoir une énergie abondante. Alors, je voudrais réagir. Oui. Vous m'entendez ? Oui, absolument. On va oui, je voudrais réagir. C'est absolument passionnant cet échange. Oui. Je voudrais réagir sur le fait que aussi l'Europe, l'Union européenne, a été influencée par des think tanks américains. Je les cite dans mon livre. C'est factuel, c'est documenté. C'est pas parce que les États-Unis avaient un intérêt à couper le cordon ombilical entre la Russie et l'Europe, parce que elle considérait que économiquement, l'Allemagne, avec l'industrie allemande liée aux ressources, pas simplement énergétiques d'ailleurs, même ressources naturelles russes, allait avoir une domination mondiale. Et donc, beaucoup de think tanks américains, et il y a une intervention de Friedman qui a développé Tribunal Populaire sur Internet, sur Twitter, passionnante, qui explique ce point-là. Et donc, depuis des années, certaines organisations américaines, et c'est assez constant d'ailleurs entre les démocrates et les républicains, on a vu cette constance même entre le pouvoir démocrate de Biden et de Donald Trump sur le sujet, ils n'avaient qu'un objectif, c'était de ne pas perdre la main sur le contrôle énergétique de l'Europe. Alors là, c'est réussi, ils ont bien coupé et on est bien dépendant du gaz naturel liquéfié. Mais je voudrais dire aussi une chose. C'est dans votre émission sur Sud Radio, André, que nous avons dévoilé une chose fondamentale. C'est l'accord de distribution énergétique entre la Russie et les États-Unis pendant la guerre. C'est-à-dire que pendant que nous, on faisait la guerre avec l'Ukraine, avec la Russie, rappelez-vous que j'ai dévoilé, et ça n'a pas été démenti, que les États-Unis ont, depuis le début de la guerre en Ukraine, levé toute sanction sur le commerce énergétique entre les banques américaines et les banques russes. Ce qui fait que je vais même aller vraiment au-delà. Donc, il y a bien eu du négoce entre l'uranium enrichi russe qui partait aux États-Unis, mais on peut même imaginer, d'une manière de business de base, puisqu'il n'y a pas de sanctions entre les États-Unis et la Russie sur la vente de gaz ou la vente de pétrole, c'est qu'un bateau ayant pavillon panaméen peut avoir du gaz naturel liquéfié russe partir de Russie et devenir un pavillon propriété d'une société américaine. Et donc, si vous voulez, il y a une hypocrisie totale, et c'est dans ce piège mortel qu'est tombée l'Union européenne, le piège mortel qui a fait qu'aujourd'hui, Donald Trump, et on ne peut pas blâmer Donald Trump, moi je trouve que ce qu'il dit sur l'énergie est tout à fait intéressant, il fait une erreur quand il dit que les Chinois n'ont pas d'éoliennes. J'ai vérifié, il y en a 200 000 éoliennes en Chine, installées en Chine. Donc, d'ailleurs, ce serait bien que ses conseillers soient un petit peu plus précis, parce que sur le sujet des éoliennes, parfois, ils déstabilisent. Mais alors, pour revenir, Fabien, au fond, oui. Voilà. Donc, la question fondamentale, c'est qu'aujourd'hui, il est fondamental d'être lucide sur la question énergétique. Et surtout, il faut que l'Europe apprenne à diversifier ses sources énergétiques. Autre chose fondamentale, vous savez que Nord Stream a été détruit. Or, selon toute vraisemblance, les Américains sont en train de dealer avec les Russes pour qu'il y ait un droit de péage de Nord Stream et que le gaz qui part de Russie devienne américain en passant par les nouveaux gazoducs Nord Stream qui seraient rétablis. Donc, il y a une vraie volonté américaine. Et une chose qui est passée totalement inaperçue et que j'ai aussi dévoilée sur cette chaîne de Toxin, c'est la création le 14 février de l'année dernière, de 2025, par Donald Trump, du Conseil national de la domination énergétique. Bon sang, mais il faut lire ce qu'il fait. Parce que ce qui se passe au Venezuela, ce qui se passe au Groenland et toute la géopolitique mondiale de Donald Trump, elle est liée à la volonté
de détenir le maximum de ressources énergétiques pour en priver les autres pour pouvoir dominer politiquement le monde. C'est ça l'organisation qui est en train de se mettre en place. Et là-dessus, il peut même dealer avec Poutine. Je l'avais évoqué dans mon livre et aujourd'hui, c'est tout à fait édifiant. C'est en train de se passer. Mais alors, qui est cocu, battu et content? L'Europe. C'est ça. Exactement. Caroline, Galacteros. Non, mais tout à fait. Là, on est d'accord. Là, on est d'accord. C'est évident que nous sommes les dindons de cette farce. Ouais. Mais souvenez-vous, quand Nord Stream a explosé, le chancelier allemand de l'époque. Alors aujourd'hui, Merz, qui n'est pas quand même coupable de pro-russisme, c'est moins qu'on puisse dire, a fait des déclarations récentes qui sont passées inaperçues, qui n'ont pas été trop relevées, sur le thème peut-être qu'il serait temps quand même de reprendre la coopération avec notre grand voisin russe, etc. C'est-à-dire que l'Allemagne est dans un tel marasme industriel du fait de cette acceptation délirante de la mise sous dépendance américaine, parce que oui, il y a du pétrole russe via l'Inde, mais concrètement, le gaz, il est américain. Donc en fait, on est passé d'une dépendance à l'autre. Voilà. Et les Américains nous tiennent, et ils nous tiennent comme ça. Voilà. Exactement. Donc, quand Trump dit « je veux une Europe forte », oui, bien sûr. Mais en tout cas, il voudrait sans doute des nations fortes en Europe, probablement. Ça c'est vrai, certaines. Pour les nations, oui. Voilà. Ça, c'est clair. Après, fortes, surtout pas. Et il ne faut pas oublier quand même les vieux fantasmes américains et les vieux cauchemars américains géopolitiques. Ça a toujours été, je pense que Fabien Bouglet l'a évoqué tout à l'heure, de couper l'Europe, et notamment l'Allemagne, de la Russie, pour la question énergétique, justement, parce que les moyens industriels, les moyens capitalistiques allemands joints aux ressources infinies énergétiques russes, évidemment, c'était une domination au cœur de l'Eurasie dangereuse pour l'Amérique. Le vrai problème, alors Nicolas Conquer, et par rapport à tout, je crois que ce qu'on va voir, parce que vraiment c'est passionnant, là on refera une émission bientôt, parce que là c'est absolument passionnant, c'est qu'au fond, l'impression qu'on a pour sortir, essayer de sortir par le haut, on ne prétend pas, on ne veut pas sortir le lapin du chapeau, mais est-ce qu'au fond, le vrai problème aujourd'hui, c'est que, parce que l'Europe, l'homme malade, c'est pas l'Allemagne, c'est pas la France, l'homme malade du monde, enfin, en tout cas, aujourd'hui, c'est l'Europe. Est-ce que, pas d'une manière ou d'une autre, avec évidemment tout est intérêt, évidemment tout est business, etc., mais est-ce qu'on ne peut pas retrouver, effectivement, avec un jeu subtil d'équilibre, c'est-à-dire prendre chez chacun, faire des alliances différentes, enfin, bon, voilà. Non idéologique. Oui, non idéologique. Battez sur les intérêts, voilà. J'ai intérêt, moi, à avoir ça, ta force, ma force, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Est-ce que c'est pas ça le deal, en fait? Mais à plus forte raison dans le cas donc, du Groenland et de l'Arctique, où là il y a une véritable coopération stratégique à mener pour sortir d'une dépendance stratégique qu'on a vis-à-vis de la Chine. Rappelons-le, juste, ce qui va être clé sur ce 21e siècle, c'est l'IA, c'est les nouvelles technologies, donc c'est les terres rares qui sont cruciales. L'Europe en apporte 98% en provenance de la Chine. Donc, et désormais, ils ont des systèmes. Traite, en plus. Il y a cette capacité à exploiter, à les traiter, et c'est surtout désormais, ils sanctionnent, ou du moins ils veulent conditionner le fait de les exporter. Donc on est vraiment là, encore une fois, dans une situation d'ultra-dépendance qui nécessite qu'on puisse aller exploiter ce qu'il y a sous ce bloc de glace qu'est le Groenland, et davantage aussi sécuriser ces routes maritimes, ce carrefour stratégique qui va être à l'image de ce qu'a été le Panama depuis le 19e siècle. C'est le Groenland qui sera désormais cet endroit stratégique. Eh bien, écoutez, oui. Oui, je veux terminer parce que pour revenir, c'est toute la limite de la stratégie de pure puissance qui a votre faveur. Parce que précisément, quand Donald Trump menace à 100%, 500%, 300%, 25% de droits de douane, les Chinois en face, ils disent bon, très bien, alors écoutez, nous, on vous coupe le robinet des terres rares. Donc, il y a un moment où les structures de dialogue, de conciliation, quelles que soient leurs imperfections, quel que soit leur caractère un peu idéaliste, etc., sont aussi importantes pour rééquilibrer. Sinon, Caroline Galacteros, je vous entends, mais je ne crois pas du tout que ça passe par, effectivement, ces instances internationales. Pardon, vous dites d'abord, moi je crois alors vraiment, et par rapport à ce que vous avez dit tous les trois,
Il n'y a pas aujourd'hui une superpuissance. Il va y avoir des superpuissances. Qu'on le veuille ou pas, ça nous La Chine est une superpuissance aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, d'une manière ou d'une autre. Donc, ce qui va se passer, et je ne dis pas que c'est bien, je ne parle pas du point de vue moral et autres du tout, mais ça va se passer, je crois, plutôt avec des accords entre superpuissances. Et si l'Europe n'est plus qu'une sous-puissance, nous en subirons les conséquences. Absolument. Je crois que c'est ça. Merci beaucoup. Merci à Fabien Bouglet. Merci Caroline Galacteros. Merci Nicolas Conquer. Et on refera ça. C'était absolument passionnant. Merci André.